Votre cours, c'est échantillonnage et estimation. Nous avons vu jusqu'à maintenant comment on procède pour faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement partir d'une population de taille en tête, pour laquelle on dispose des paramètres M connus, et on dispose aussi de l'écart type qui est connu. Donc la moyenne elle est connue, l'écart type elle est connu, la proportion aussi elle est connue. Ça veut dire qu'au niveau de la population, nous disposons d'un certain nombre de paramètres relatifs à la population. Maintenant, tout le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant au niveau de l'échantillonnage, c'est comment peut-on déterminer la taille d'un échantillon et comment peut-on choisir ou sélectionner des unités dans cet échantillon de taille N, de telle sorte à ce qu'on puisse retrouver des caractéristiques, par exemple x bar qui est la correspondance de N, ou bien retrouver un écart type qui est la correspondance de C bar au niveau de la population, ou retrouver une fréquence observée F au niveau d'une proportion, et toutes ces caractéristiques-là, tout le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est comment peut-on retrouver la taille de l'échantillon N, combien de personnes à interroger, pour qu'on puisse retrouver la fréquence dans un intervalle, pour qu'on puisse retrouver x bar dans un intervalle, en tout cas, pour qu'on puisse retrouver les caractéristiques au niveau de l'échantillon qui répondent à une certaine exigence en termes d'intervalle et en termes de précision. Ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Donc ça, c'était l'échantillonnage. Le problème qui se posait, il y avait deux problèmes qu'on s'est posés. Vous vous rappelez? Comment sélectionner les individus que nous allons interroger pour composer un échantillon au lieu de procéder à un recensement? C'était ce que nous avons vu dans les méthodes par choix raisonné et les méthodes probabilistes. Et puis après, à partir de quel effectif nous allons retrouver une certaine précision. Les résultats avec une certaine précision, c'est ce que nous venons de voir en déterminant la taille N. Maintenant, à partir de l'échantillon, c'est-à-dire que nous allons effectuer une étude par sondage sur un échantillon, et on va supposer, dans la mesure où les paramètres de la population, cette fois-ci, ne sont pas connus. Ça veut dire que, au niveau de l'estimation, nous avons toujours une population de taille N, mais cette fois-ci, les paramètres de la population, par exemple L, ou la proportion, ou l'écart type, ne sont pas connus. Ces paramètres-là ne sont pas connus dans l'estimation. Tout ce que nous allons faire, c'est de travailler sur un échantillon de taille N, et sur la base de cet échantillon de taille N, nous allons devoir retrouver ce qu'on appelle les correspondances de ces paramètres-là au niveau de l'échantillon. C'est ce que je viens de vous expliquer. À M, nous allons essayer de rechercher une moyenne observée x bar. Et à la proportion, on va chercher une fréquence observée, et à l'écart type, nous allons aussi chercher un écart type observé. Alors, quand on parle du paramètre au niveau de la population, par exemple M, c'est tout simplement la somme de toutes les observations qu'on va diviser par l'ensemble des individus grand N. Par contre, lorsqu'on parle d'un échantillon, c'est que x bar va être aussi la somme, de cette fois-ci, des unités statistiques, des valeurs des unités statistiques, I allant de 1 jusqu'à petit n, ici jusqu'à grand N. Vous voyez que la manière, la formule du calcul, elle est la
même. Mais la différence, c'est est-ce que nous sommes en train de travailler sur l'accumulation ou nous sommes en train de travailler sur un échange. De la même manière, quand on cherche l'écart-type, par exemple, au niveau de l'accumulation, c'est 1 divisé par grand N, la somme de xi moins m au carré. Au niveau de la population, par contre, au niveau de l'échantillon, nous allons chercher S carré est égal à 1 divisé par x cette fois-ci, et puis après, nous allons retrancher, voilà, en x bar au carré. Donc là, on travaille jusqu'à petit n, par contre là, jusqu'à grand N. Maintenant, la question qui se pose, c'est que les paramètres au niveau de la population, ils ne sont pas connus. Donc, charge à nous de travailler sur la base d'un échantillon pour qu'on puisse retrouver ce qu'on appelle une estimation. Alors, quand on travaille sur une estimation, c'est une projection sur l'ensemble des individus de la population sur la base des résultats que nous allons retrouver au niveau d'un échantillon. Ça veut dire qu'en général, on va supposer deux caractéristiques. On va mettre θ, une fonction, θ, un paramètre de la population, un paramètre de la population. Et nous allons, ça veut dire quoi θ, un paramètre de la population? Ça peut être M, ça peut être aussi moins, ça peut être aussi la fonction P. Donc, θ, c'est une fonction des valeurs prises par la variable x1, xi, jusqu'à x indice n. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, θ, c'est un paramètre au niveau de la population. Ça peut être m, ça peut être segment carré, ça peut être la fonction, ça peut être une somme, peu importe. Et dans tous les cas, c'est un paramètre qui est calculé au niveau de l'ensemble de la population. Nous allons essayer de revenir au niveau de l'échantillon pour voir quelle est la caractéristique qui correspond à θ. On va la noter, θ chapeau. Alors, θ accent circonflexe, ça va être la caractéristique qui nous correspond, mais cette fois-ci au niveau de l'échantillon. Donc, c'est la caractéristique au niveau de l'échantillon. Ce que vous allez constater aussi, c'est que cette caractéristique θ chapeau, ça va être aussi une fonction des valeurs prises par cette variable, sauf que cette fois-ci, c'est au niveau de l'échantillon, ça veut dire jusqu'à xn. Nous avons θ, le paramètre au niveau de la population, une fonction des valeurs de x1 jusqu'à x grand N. Nous allons définir une caractéristique qui nous correspond. On va la noter par θ chapeau. C'est une fonction des valeurs prises par la variable, et cette fois-ci dans l'échantillon. Maintenant, comment va-t-on estimer ce paramètre θ? Nous allons l'estimer à travers cette caractéristique θ chapeau. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est comment va-t-on estimer le paramètre m? Donc, le problème, comment estimer le paramètre θ? Le paramètre θ. Nous allons essayer maintenant, dans ce chapitre-là, de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut prendre directement θ chapeau comme étant une valeur précise pour notre paramètre θ, ou allons-nous déterminer un intervalle dans lequel va varier le vrai paramètre θ? Ça veut dire que les deux possibilités
nous allons étudier, c'est soit on suppose que θ chapeau, puisque θ chapeau il a été calculé au niveau de l'échantillon, nous allons la considérer comme étant une estimation ponctuelle. Ça veut dire qu'on peut déterminer une estimation, ce qu'on appelle une estimation ponctuelle, ou bien donner un intervalle, dans lequel sera situé le paramètre de θ. Alors, nous allons commencer par l'estimation ponctuelle. Donc, premièrement, l'estimation ponctuelle. L'estimation ponctuelle. Alors, dans cette section, nous allons essayer de voir quand est-ce qu'on pourra dire que θ chapeau qui sera calculé au niveau de l'échantillon va être considéré comme étant un estimateur ponctuel. Alors, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites. Les conditions vont supposer déjà x1, xi jusqu'à xn, n valeurs ou n variables aléatoires dans la population de taille n. Et dans ce cas-là, notre paramètre θ va être une fonction, comme on a dit tout à l'heure, de différentes valeurs jusqu'à xn. Nous allons supposer maintenant une observation sur un échantillon et nous allons déterminer les valeurs x1, xi jusqu'à xn. Cette fois-ci, petit n variable aléatoire observée dans l'échantillon de taille n. Donc, nous allons avoir θ chapeau comme étant une fonction des différentes valeurs x1, xi jusqu'à xn. Alors, on dira que θ chapeau va être un estimateur ponctuel de θ lorsque deux conditions sont satisfaites. Les deux conditions, en fait, ça va être ce qu'on appelle la qualité de l'estimateur, c'est l'absence du biais et la faible dispersion. On dit que θ chapeau est un estimateur ponctuel, de θ lorsque les conditions suivantes sont satisfaites. Lorsque les conditions suivantes seront satisfaites. Alors, quelles sont les conditions? La première condition, c'est ce qu'on appelle l'absence du biais. La première condition, c'est l'absence du biais. Vous savez ce que ça veut dire un biais? Alors, ce n'est pas le biais d'avion. L'absence du biais. Alors, condition 1. Ce qu'on appelle l'absence
Alors le biais, c'est tout simplement la différence qui existe entre la vraie valeur du paramètre au niveau de la population et l'estimation que nous avons faite à travers l'échantillon. Ça veut dire que quand on fait une estimation à travers un échantillon, est-ce qu'on va retrouver exactement la même valeur? Si on retrouve exactement la même valeur ponctuelle, donc on va dire que le biais est égal à 0. Maintenant, si on ne retrouve pas, quoi que l'on fasse, on ne retrouve jamais la valeur exacte du paramètre, on va dire que le biais existe et n'est pas égal à 0. Donc, le biais, comment il est défini? Le biais, c'est tout simplement la différence. Le biais, c'est la différence entre l'espérance mathématique de θ chapeau et θ. C'est la caractéristique retrouvée au niveau de l'échantillon. Son espérance mathématique, normalement, doit être égale à θ. Lorsque le biais est égal à 0, l'absence du biais, ça veut dire que le biais est égal à 0. L'absence du biais signifie tout simplement que le biais est égal à 0. Lorsque le biais est égal à 0, ça veut dire que l'espérance de θ chapeau moins θ est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de θ chapeau est égale à θ. L'espérance mathématique de la caractéristique retrouvée au niveau de l'échantillon, il doit nous donner tout simplement le paramètre recherché au niveau de la population. Donc on dit que le biais est égal à 0. Alors la deuxième caractéristique, pour la deuxième condition, c'est la faible dispersion. Condition 2, c'est la faible dispersion. Alors, la faible dispersion signifie tout simplement que la variance de θ, exactement, la variance de θ chapeau, faible dispersion, ça veut dire que lorsqu'on augmente l'effectif de l'échantillon, nous allons retrouver la précision. Alors, si je commence par un exemple, un peu de silence s'il vous plaît. Je vous explique l'exemple d'abord, et après, pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire la faible dispersion. C'est bon? Alors, supposons que je veux savoir votre poids moyen. Le poids, combien vous pesez. Vous êtes ma population. Vous êtes combien à peu près? 600. Combien? 600. 600. Très bien. Grand N est égal à 600. Oui. À l'heure actuelle, est-ce que je dispose de votre poids moyen tous ensemble? Non. Est-ce que je dispose de la dispersion du poids de chacun d'entre vous par rapport au poids moyen? Non plus. Donc pour moi, les deux paramètres, le poids moyen de la population et l'écart type, sont des valeurs qui sont inconnues. On est bien d'accord. Maintenant, je n'ai pas le temps pour interroger chacun d'entre vous. Je vais tout simplement me contenter de la première rangée. Je vais récupérer le poids de chaque personne, appliquant 15. Je divise par 15. Je fais la somme et je divise par 15. Je vais retrouver quoi? Le poids moyen. Très bien. Le poids moyen est donc très bien. Dans un échantillon de combien? De 5 personnes. De 15. C'est-à-dire quoi? Nous avons un échantillon. Exemple, nous avons un échantillon N qui est égal à 15.
nous allons obtenir un plan moyen x bar 1, par exemple, est égal à, admettons, 59 kg. Pour l'instant, le poids moyen de l'ensemble de la population n'est pas connu. Maintenant, je passe de 15 à un autre échantillon N2 qui va être égal à, par exemple, à 100. Au lieu de travailler seulement sur 15, je vais travailler sur 100. De la même manière, je vais connecter les poids de chacun, je fais la somme, je divise par 100, je trouve notre moyenne. On va la noter x bar 2, par exemple, 60,5 kg. À votre avis, si on vous demande de choisir une des valeurs x bar 1 ou x bar 2 pour donner une estimation au poids moyen de l'ensemble de la population, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir x bar 2. Pour quelle raison? Vous avez vu que N1 est égal à 15. On est un peu loin de grand N, on a dit tout à l'heure. Grand N est égal à 600. Grand N est égal à 600. Maintenant, on vous demande de travailler sur un autre échantillon qui est égal à 360. Vous allez trouver une autre moyenne x bar 3 qui est égale, par exemple, à 59,95 kg. Qu'est-ce que vous allez choisir? X bar 1, X bar 2 ou X bar 3? Vous voyez que, au fur et à mesure que la taille de l'échantillon N augmente, la précision, effectivement, augmente. Quand la précision augmente, ça veut dire que la dispersion qui va exister entre les différentes moyennes que je vais calculer va être de plus en plus faible. Si je prends un échantillon N1 est égal à 15, cet échantillon, je vais trouver une moyenne. Je vais prendre un autre échantillon N2 est égal à 15. Est-ce que je vais trouver la même moyenne? Non. Je vais trouver une autre moyenne. Il y a une différence entre la première moyenne et la deuxième. Si je change encore une fois un échantillon que je prends toujours 15, je vais trouver une autre moyenne. À votre avis, la dispersion entre la première moyenne de 15, échantillon de 15, la deuxième moyenne échantillon de 15, la troisième moyenne échantillon de 15, si maintenant je refais le même travail, mais avec des échantillons de 360, ça veut dire que je vais prendre un échantillon de 360, je trouve une moyenne. Je change mon échantillon, je vais travailler toujours sur 360, je vais trouver une deuxième moyenne. Je change mon échantillon, je vais trouver une troisième moyenne. Les différences entre les trois moyennes que je viens de calculer sur la base de 360, est-ce que ces différences-là vont être très importantes par rapport au premier cas ou moins importantes par rapport au cas de 15-15-15? Très moins importantes. Ça veut dire que lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon, la dispersion entre les caractéristiques que nous allons observer au niveau des échantillons va être très faible. Lorsque N augmente, la variation va devenir de plus en plus petite. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par la faible dispersion. C'est-à-dire tout simplement que la variance de θ va tendre vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini, ou bien lorsque N tend vers grand N. La faible dispersion, ça veut dire que la limite de la variance, on peut dire ça comme ça, on peut écrire la limite de la variance de θ chapeau est égale à 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Et puisque nous travaillons généralement sur des populations qui sont limitées, ou bien qui sont finies, on dit lorsque N tend vers grand N. Parce que quand on travaille sur grand N, on va trouver exactement le même paramètre. Ça veut dire qu'on va tomber, si on va travailler sur N5, par exemple, qui est égal à grand N, on va trouver x bar qui est égal à N.
Donc la condition 2, c'est la faible dispersion. Et vous allez voir qu'au niveau de cette dispersion-là, lorsqu'on travaille sur une estimation ponctuelle, c'est que vous avez une variation, ce qu'on appelle une variance totale, qui est calculée sur la base de variance aléatoire et d'une variance systématique. La faible dispersion alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que le biais c'est la différence entre l'espérance de θ et θ. Donc la différence entre l'espérance de θ et θ. Alors, lorsque nous voulons retrouver la différence, soi-disant la différence que nous allons retrouver entre θ, chapeau, que nous allons calculer, et θ. Donc vous avez θ, chapeau. Lorsqu'on retranche θ, donc ça nous donne ce qu'on appelle la variation totale, c'est la différence totale que nous allons avoir. Donc c'est l'erreur totale Maintenant, quand on veut calculer cette erreur totale, donc nous allons essayer de la calculer sur la base de la variance de θ. Donc la variance, ça va être l'espérance mathématique, tout simplement, de θ moins de θ chapeau moins θ au carré. La différence, nous allons essayer de voir comment il va être cette différence quand on travaille sur plusieurs échantillons. On ne va pas retrouver exactement θ. On va toujours trouver une différence. Nous allons essayer de voir comment est la variation, la dispersion de ces variances. Alors, cette variance-là, de la différence du biais, donc c'est une espérance mathématique qu'on peut rajouter et retrancher. On retranche l'espérance de θ, et puis après on rajoute l'espérance de θ, moins θ, de tout au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a retranché l'espérance de θ chapeau, et on a rajouté tout simplement l'espérance de θ chapeau. Alors, c'est juste pour comprendre d'où est-ce qu'il vient l'erreur totale, ou la variance totale. Par la suite, nous allons, sur la base des estimateurs ponctuels x bar et la fréquence et la proportion, nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire la faible dispersion. Donc cette erreur totale, on va considérer cette première partie et notre deuxième partie. C'est comme si vous avez A plus B. A plus B au carré, c'est une identité remarquable. Ça veut dire que vous allez obtenir la chose suivante. C'est l'espérance mathématique. Alors vous avez θ chapeau moins l'espérance de θ au carré, plus 2 fois θ chapeau moins l'espérance de θ chapeau, multiplié par l'espérance de θ chapeau moins θ, et après plus E de θ moins θ au carré. Alors, lorsqu'on va rentrer l'espérance mathématique, on aura l'espérance de θ chapeau moins l'espérance de θ chapeau au carré. Plus, vous allez voir que cette quantité-là, quand on va rentrer l'espérance mathématique, ça va donner 0. Et donc, ce qui va rester, c'est l'espérance mathématique de
l'espérance de θ chapeau moins θ de tout au carré. Alors, ce que vous avez ici, c'est tout simplement, vous avez la différence E de θ chapeau moins θ, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le biais. Donc, c'est le biais du carré. Plus là, vous avez sigma de θ chapeau. Donc, vous voyez que finalement, la variance de θ, la variance totale de notre caractéristique, c'est la variance conservée plus le biais au carré. La variance de notre caractéristique est égale à la variance conservée plus le biais. C'est la variance totale. Oui. Maintenant, dans le cas où le biais est égal à 0, lorsqu'on dit l'absence du biais, le biais est égal à 0, ça veut dire tout simplement que la variance, voilà. Donc si le biais est égal à 0, alors la variance totale de θ chapeau est égale à la variance tout simplement aléatoire, ou bien la variance conservée. Alors, pour qu'on puisse comprendre cela, nous allons travailler sur l'estimation de la moyenne. Quand on va travailler sur la moyenne, vous allez remarquer comment est-ce qu'on va retrouver la dispersion qui est égale à 0, la tendance de la variance conservée vers 0.